Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous les amis, c'est Kalam Kalam. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Évidemment, cette vidéo portera sur ce qui se passe en Palestine. Euh, de toute évidence, mon camp est choisi. Non pas parce que je suis musulman, mais parce que simplement, il n'y a pas besoin d'être quoi que ce soit à partir du moment où on est un être humain pour comprendre que ce qui se passe est injuste vis-à-vis des Palestiniens. Pour s'en convaincre, il suffit juste de regarder le nombre de morts. Voilà, c'est pas comparable. Le nombre de morts palestiniens et le nombre de morts israéliens est incomparable. On est sur du x100. Donc, juste là, il y a un problème. Soit on considère que c'est une guerre, et donc on considère que le Hamas est bel et bien un parti politique et qu'il a une armée, que la Palestine a une armée et des moyens de se défendre. Et donc là, il n'y a pas de problème, victoire des Israéliens. Encore que c'est pas fini, et ça fait 70 ans que ça dure. Mais si on prenait juste un bilan comptable en termes de morts, victoire des Israéliens, de toute évidence. Soit on part du principe que le Hamas n'est pas un parti politique et donc n'est pas légitime, et on part du principe également, et c'est la réalité, que la Palestine n'a pas d'armée, auquel cas c'est pas une guerre, mais ça devient tout autre chose. Et au niveau des termes, il semble très méticuleux, très pointilleux sur les termes qu'on pourrait employer. Par exemple, génocide, ils sont pas tout à fait d'accord pour le terme génocide. Et non, parce que ça a déjà été utilisé, on voudrait pas salir la mémoire de ceux pour qui ça a été utilisé, quoi. Crime contre l'humanité non plus. D'ailleurs, c'est pas un crime contre l'humanité, c'est un crime contre les Palestiniens. Et quand on les entend parler, on se demande seulement si les Palestiniens font partie de l'humanité. Donc en fait, déjà, juste à la base de ce conflit-là, soit on décide de considérer que c'est une guerre, soit c'est pas une guerre, parce que de toute évidence, il n'y a pas deux armées, il n'y a pas deux pays en possession de leurs moyens, etc., en possession de leur économie, en possession de leurs ressources d'eau. Donc de toute évidence, c'est pas une guerre. Alors qu'est-ce que c'est? Certains parlent d'épuration ethnique, et de façon étymologique, effectivement, c'est une épuration ethnique, puisque Israël demande à une ethnie, visiblement, de se déplacer. Et c'est bel et bien une ethnie, puisque il ne s'agit pas de religion là. Il demande aux chrétiens palestiniens de se déplacer autant qu'il demande aux musulmans de se déplacer. Donc il y a une épuration. Ils veulent bien vider la population palestinienne de Gaza. D'ailleurs, ça me fait bien rire, parce que on est bien d'accord qu'Israël est un programme de colonisation, d'expansion. D'ailleurs, ils ont partagé eux-mêmes leur carte, ils ne s'en cachent pas. La carte rêvée que Dieu leur a promis, d'après ce qu'ils disent, Israël s'étend du Nil à l'Euphrate. Donc ce qu'ils essaient de nous dire, en fait, c'est qu'il y a un pays qui colonise depuis 70 ans un territoire, qui demande aux habitants qu'il prétend coloniser depuis 70 ans de s'en aller dans le but de nettoyer la région du Hamas, prétendument parce qu'après ils vont leur rendre les clés de leurs habitations. Là, je pense qu'il y a une blague. Évidemment que non, quoi. Un pays colonisateur aussi féroce qu'Israël, évidemment, s'il arrive à expulser ces populations-là, n'acceptera jamais leur retour, c'est évident. Donc il y a une vraie hypocrisie de la part des médias qui parlent de oui, mais pourquoi ils ne quittent pas la région? C'est complètement hypocrite, ils le savent. Il faut savoir que ce sont des gens très intelligents. S'ils avaient envie de faire leur boulot, ils le feraient. Tout ce qui se passe, ils l'ont compris, ils savent exactement le pourquoi du comment. Juste, ils jouent un rôle qui s'appelle le rôle de la soumission. C'est-à-dire que eux, ils peuvent trop rien dire parce que le pouvoir souffle dans un sens, et comme c'est des girouettes, ils se tournent dans le sens du vent, forcément. Le jour où la tendance s'inverse, eux, ils changeront, et vous allez voir qu'ils savent déjà tout. Donc quand eux, ils jouent le jeu d'Israël en demandant aux Palestiniens de quitter la zone,
pour leur sécurité. C'est ahurissant, quoi. C'est ahurissant. Donc là-bas, c'est ça, c'est qu'il y a un pays colonisateur et un pays colonisé. En fait, faut reprendre les choses à l'origine, hein. Donc l'Angleterre a donné Israël au peuple juif en 48. Alors il faut savoir qu'Israël c'était déjà un projet. À la fin du 19e siècle, Israël existait déjà en tant que projet et on parlait bien d'un programme de colonisation. Donc première hypocrisie de la part des médias. Ensuite, de toute évidence, les médias ont un parti pris. Ça, et c'est normal puisqu'ils appartiennent plutôt à des juifs qu'à des Palestiniens. Donc en tout état de cause, soit on décide de considérer que ces gens-là sont d'une honnêteté sans faille, et donc ils traitent la question israélo-palestinienne de manière totalement égalitaire et neutre, soit on part du principe que c'est des hommes comme tout le monde et ils ont une ligne éditoriale qui est en rapport avec leurs intérêts directs, et comme tout le monde, quoi, en fait. Et moi je pense que c'est plutôt ça. D'ailleurs, quand on regarde systématiquement leurs émissions, il y a un plateau avec 6 personnes, le présentateur, 4 interlocuteurs qui sont clairement en faveur d'Israël, et peut-être un qui lui va être même pas en faveur de la Palestine, mais simplement en faveur du droit, en fait, du droit international, en faveur de l'humanité, et qui va devoir répondre aux attaques de ces 4 interlocuteurs complètement inquisiteurs. Ça se passe toujours comme ça. Donc juste là, le débat, il n'est pas égalitaire. C'est-à-dire qu'on est sur des chaînes qui appartiennent à des groupes israéliens, on va dire, et le débat est déséquilibré. Juste ça, ça prouve où est la vérité. Parce que quand vous vous battez pour la vérité, vous n'avez pas besoin d'être à 4 contre 1. Donc juste ça, c'est un aveu du mensonge, de la manipulation. Et ça nous laisse entendre où se trouve la vérité. Ça, c'est des choses qui sont faciles à voir. Maintenant, vraiment, l'idée, c'est de prendre la chose comme une enquête détective. Et de regarder les faits à la lumière des informations que nous avons après qu'ils se soient passés, et ensuite de faire des déductions logiques. Par exemple, les tags antisémites, hein, les croix qu'on a retrouvées sur les bâtiments. Tout ça, ça a fait du bruit très rapidement. C'est-à-dire qu'ils sont sortis le jour même, ils étaient au JT. C'est intéressant ça. Effectivement, s'il y a vraiment des gens qui posent des tags comme ça dans le but de s'en prendre aux personnes juives qui vivraient dans ces bâtiments, c'est extrêmement grave. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. En fait, il y a eu des tags, il n'y a pas eu de violence particulière. Et ensuite, on a appris que ces tags avaient été commandités depuis la Russie. On ne sait pas qui. Mais en tout cas, visiblement, c'est depuis la Russie. Et puis, c'est je ne sais plus quoi, Moldave. Je crois que la Moldavie, c'est 90% de chrétiens. Donc, c'est intéressant parce que tout de suite, l'intelligentsia juive est venue sur les plateaux télé. Il y en a qui ont clairement laissé entendre que ça venait de la part de musulmans. Il y avait un antisémitisme musulman évident. Il me semble que c'est Arno Clarksfeld, non, qui a dit ça, je crois. Enfin bref, en tout cas, on les a entendus dire ça. Et on se rend compte après coup que pas du tout. En fait, ça vient de Russie. Alors celui qui regarde les choses de manière émotive, lui, oh, les tags insupportables, voilà, l'émotion est plus forte ici. Mais celui qui considère tout ça de manière détective, comme une enquête, pour lui, il trouve ça quand même très curieux. D'ailleurs, on n'a pas entendu Clarksfeld présenter ses excuses. Hein. Ah ben, mea culpa. Effectivement, ça n'avait rien à voir avec les musulmans. Mais maintenant, il faut se poser la question de la synchronicité de toutes ces choses. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un hasard s'il y a des mecs en Russie qui ont demandé à 2 Moldaves de venir faire des tags antisémites sur les murs français? À ce moment-là, du conflit israélo-palestinien, évidemment que non. Donc celui qui va réfléchir à la manière d'un détective, lui, il va considérer que là, il y a quelque chose de bizarre et qu'il y a une orchestration, évidemment.
Ah, je prétends pas avoir inventé l'eau chaude, hein, attention. Évidemment, il y a une orchestration. S'ensuit une marche contre l'antisémitisme. Alors, moi, si vous voulez ma lecture, elle est très simple. Ce qui se passe en Palestine est extrêmement grave, d'une barbarie absolue. Enfin, on a vu les photos, on a vu les images, c'est des gens démembrés, c'est des familles sous les décombres, des milliers de morts, des enfants. Bon, ce qui se passe là-bas est extrêmement grave. Et en France, on choisit de débattre sur l'antisémitisme. On défile contre l'antisémitisme et le racisme. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'indécence du truc. Ils ne défilent pas pour l'arrêt de la guerre ou pour le cessez-le-feu ou pour... non, eux ils défilent contre l'antisémitisme. C'est-à-dire que ce qui se passe là-bas, c'est pas grave. Ce qui est grave vraiment, c'est les tags. Ça, c'est grave. Moi, je pense que toutes ces histoires là d'antisémitisme et tout ça, en réalité, ça va créer de l'antisémitisme. Ils utilisent un antisémitisme qui n'existe pas, celui qu'ils sont obligés de commander depuis la Russie pour qu'il existe. Ils utilisent cet antisémitisme factice pour créer en réalité de l'antisémitisme réel. Parce que de toute évidence, c'est ce qui va se produire. Enfin, vous savez, quand vous poussez le premier domino, le dernier domino, il tombe. Et là, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'ils montrent clairement leur jeu. Et pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'aveu qui est trop visible, trop idiot, si vous voulez. Ils sont trop intelligents pour ça. Ils sont trop intelligents pour montrer si clairement ce qu'ils font. Et ils font systématiquement des aveux, en fait. C'est-à-dire que leur mise en scène est d'une vulgarité sans fin. C'est visible. Vous savez, c'est comme si vous imaginez, je sais pas, un film d'animation, mais vous voyez tous les fils, tu sais, qui pendent comme ça, et tu voyais le mec, ses doigts qui bougent les fils pour faire bouger la marionnette. Vous savez, c'est vraiment mal fait. À un moment donné, les mecs ils se sont pas dit tiens, on va faire en sorte que les fils se voient pas, on va mettre du fil de pêche. Non, eux ils ont mis du gros câble noir, tu sais. Tout se voit, c'est horrible. Et t'as le mec, tu le vois derrière la marionnette en train de la faire bouger. Tu vois ce genre de mise en scène vraiment ratée. Ils n'ont pas pris soin de bien camoufler le truc. Bah, là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une arrogance de la part de l'intelligentsia juive, c'est-à-dire les juifs que tu peux pas toucher en fait. Ceux qui vivent, ceux qui sont protégés, tu vois. Il y a une arrogance comme ça, il y a une démonstration de mépris et une utilisation de faits qui sont factices, comme Clarksfeld l'a fait. Oui, voilà, il y a un antisémitisme musulman. C'est un double effet qui se coule, quoi. Il y a des actes antisémites, lui, il en rajoute pour envoyer de l'islamophobie. Et tout ça avec arrogance, qui fait qu'au bout d'un moment, forcément, il y aura des répercussions sur la population juive. Et je me demande en réalité, parce que quand on regarde l'histoire, on se rend compte que le peuple juif a été chassé systématiquement de chaque pays d'Europe dans lequel il s'installait. Je me demande si en fait c'est pas précisément pour ça. Si cette intelligentsia qui se conduit systématiquement comme ça, avec arrogance, dans le mépris et de manière très visible, qui fait qu'au bout d'un moment, ça se voit. Ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Parce que de toute évidence, il y a une arrogance affolante, quoi. Enrico Macias qui dit c'est pas possible, Thomas Sisley, Patrick Bruel, comment il s'appelle, Arthur qui est là, oui, où sont les artistes? Enfin, quand il se passe quelque chose en Israël, il faudrait que tout le monde pleure, mais eux ne pleurent jamais pour autre chose. Ouais. Alors moi, je leur en veux pas. Tu as le droit de pleurer sur ce que tu veux. Personnellement, je m'en fous. Si tu ne ressens aucune peine à l'endroit des Palestiniens, écoute, je te laisse avec ta conscience, tu vois. Mais imposer ensuite aux autres de pleurer pour ces causes à soi, c'est extrêmement égoïste. Et pour moi, c'est un peu dans la même logique de l'utilisation du terme crime contre l'humanité pour la Shoah. C'est-à-dire que c'est un crime contre l'humanité. Tu t'en prends à eux, c'est l'humanité en fait. Parce que c'est de l'ethnocentrisme. Ils sont tellement au centre de la boule que si tu t'en prends au centre de la boule, tu t'en prends à toute la boule, quoi. Vous voyez? Et donc ça, au bout d'un moment, ça sera visible.
ça se paiera, parce que quand tu profites d'une injustice, je vais expliquer les choses très clairement. Imaginons qu'on a un père de famille qui a 4 enfants. À 3 de ses enfants, il donne une orange chacun. Et au 4e, il donne 4 oranges. Et il dit voilà, vous avez chacun vos oranges, mangez-les. Comment ça va se passer le soir même dans la chambre à coucher des enfants? Parce qu'il y a un problème avec l'injustice, il y a le problème de celui qui reçoit l'injustice et qui en profite. Celui qui reçoit une injustice et qui en profite finit toujours par le payer quand les autres peuvent le faire payer. Quand on bénéficie d'une injustice, il faut systématiquement en parler et la refuser. Sans ça, on se met forcément à dos ceux qui sont victimes de l'injustice. Et alors quand en plus de ça, tu es arrogant à ce sujet et méprisant, là, ça finit par te coûter cher. Et le problème, c'est que ça ne va pas coûter cher à ceux qui sont arrogants à la télé, ça coûtera cher à ceux qui sont dans la rue, ceux qui ont des commerces, ouais, ceux qui n'ont rien fait en fait. C'est tout le temps comme ça. Donc voilà, ceux qui ont à la bouche cet antisémitisme de tout et de tout le monde devraient peut-être regarder là. Peut-être que leur comportement explique les comportements du passé. Et du coup, ce qu'ils font, c'est une prise d'otage en quelque sorte. Ils prennent en otage la population juive, ce que Soral appelle les juifs du quotidien. Par rapport à l'islam en France, il faut bien comprendre une chose, et ça c'est vrai partout. Quand un gouvernement n'a plus aucun sens, pour continuer de légitimer le pouvoir qu'il exerce contre parfois l'intérêt même du peuple qu'il prétend représenter, je vous fais pas de dessin, je pense qu'on a compris, ce gouvernement doit se trouver un ennemi. Il doit se trouver un ennemi pour redonner du sens à son existence et redonner du patriotisme à sa population. Redonner des liens. Imaginez, vous êtes sur un bateau et que tout le monde se fout sur la gueule. Ce qui peut se passer de mieux pour le bateau, c'est qu'il y a un autre bateau qui vienne les accoster. Et là, vous allez voir que tous ceux qui sont sur ce bateau-là vont se rendre compte qu'ils ont un intérêt commun, c'est de continuer à rester sur ce bateau. Donc, pour redonner du sens à son existence et pour redonner du lien à sa population, il doit se trouver un ennemi qu'il va pouvoir utiliser également comme un épouvantail pour distraire par son biais la population. C'est pour ça que je pense vraiment que tout ce qu'il cherche à faire, en fait, c'est créer de l'antisémitisme. En tout cas, si moi je voulais en créer, je m'y prendrais presque pas autrement. Tu vois. Le dindon de la farce, et je finirai là-dessus, ce sont pour moi les patriotes. Vous savez, ceux qui exposent des drapeaux français dans tous leurs comptes Instagram. Pour moi, eux, c'est vraiment le dindon de la farce, parce qu'ils pensent défendre leur pays en buvant les paroles de leurs bourreaux. Et eux, c'est ceux que je comprends le moins. Quand on voit le nombre de ces Français qui ne jurent que par Zemmour, c'est comme si on voyait des chevaux courir dans la gueule des lions pour se protéger des zèbres, vous savez, parce qu'ils n'aiment pas leur rayure. Pour moi, c'est exactement ça, là, ce qu'on vit. En fait, faut bien comprendre, quand Zemmour vient à la télé et qu'il parle de la guerre qui attend les Français face aux musulmans, en fait, il fait comme Aldous Huxley quand il parle du meilleur des mondes. Vous voyez, Aldous Huxley, tout le monde pensait que c'était un génie, il a vu à l'avance ce qui allait se passer dans son livre Le meilleur des mondes, qui est un livre d'anticipation, on va dire. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. Aldous Huxley, il donnait la formule au gouvernement pour créer le monde qu'il voulait créer. C'est comme si je te dis, tiens, si tu prends 3 œufs, que tu les casses dans un peu de farine et que tu rajoutes du lait, que tu prends la pâte et que tu la mets dans une poêle, ça fera des crêpes. Et j'ai pas anticipé l'existence des crêpes, je t'ai juste donné la recette. Bah, c'est exactement ce qu'a fait Aldous Huxley et c'est exactement ce que fait Zemmour. En réalité, il cuisine quand il fait ça. Il n'est pas là pour vous prévenir. Il allume le barbecue. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je finirai par quelques questions. Qu'est-ce qui lie tout ce beau monde? Qu'est-ce qui les pousse conjointement à agir comme ils le font tous? Quel est le projet à l'origine de tout ce qui se passe en ce moment? Je vous laisse répondre en commentaire. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.